Il n'avait pas de MBA, il n'avait pas de modèle financier complexe et même pas de réunion avec des dirigeants. Et pourtant, cet homme, Walter Schloss, a battu le marché pendant plus de 40 ans. Donc à une époque où Wall Street glorifiait la complexité, Schloss a fait exactement l'inverse. Il n'y avait pas de storytelling, pas de prévision, pas de promesses spectaculaires. Aujourd'hui, on analyse son portefeuille et sa méthode. C'est probablement l'un des investisseurs les plus sous-estimés de l'histoire de l'investissement. Alors d'abord, qui est Walter Schloss? Donc il est né en 1916, décédé en 2012. Il ne venait pas d'une élite financière, il n'avait pas de diplôme prestigieux et finalement, il n'a jamais cherché la lumière. Mais ce qui va changer sa vie, c'est sa rencontre avec Benjamin Graham, dont on a parlé dans une précédente vidéo et que je vous ai présenté. Donc c'était le père du value investing et l'auteur aussi du livre The Intelligent Investor. Donc Schloss est devenu élève de Graham. Il a travaillé brièvement dans son fonds d'investissement et en fait il a assimilé une idée centrale, c'est-à-dire que le prix est plus important que la qualité perçue. Plus tard, il a lancé son propre fonds qu'il a géré depuis un petit bureau sans prétention, sans analyste, sans ordi sophistiqué, parfois même sans téléphone. C'est finalement l'anti-Wall Street absolu. Donc là, je vous montre son approche d'investissement et en quoi elle diffère en fait avec celle de Wall Street. Son approche, c'est durabilité et éthique. On se concentre sur la valeur de l'action plutôt que sur la qualité perçue. Alors, philosophie d'investissement, il essaye jamais de comprendre le futur, il part du principe que le futur est imprévisible. Et à la place, il recherche des actions tellement bon marché que le futur a finalement plus vraiment d'importance. Donc j'ai noté ici ces principes fondamentaux. Acheter sous la valeur comptable, privilégier une marge de sécurité maximale, diversifier massivement, il avait souvent 100 positions ou plus, utiliser zéro levier, refuser toute narration séduisante, faire preuve d'une patience extrême. En fait, sa méthode, c'était pas de savoir si l'entreprise était incroyable, il voulait savoir si le prix était très très bas, voire ridicule. Donc finalement, là où beaucoup cherchaient des entreprises extraordinaires, lui cherchait des situations statistiquement très avantageuses. Et donc vous me direz, mais alors quelle était la structure de son portefeuille compte tenu de ces éléments? Alors son portefeuille était à l'exact opposé d'un portefeuille moderne tendance. Caractéristiques clés, il y avait un très grand nombre de positions, comme on l'a vu précédemment, majoritairement des petites capitalisations, des secteurs souvent délaissés voire détestés, des entreprises peu médiatisées, présence régulière de cash, donc des liquidités qui affluent, rotation lente, parfois sur plusieurs années. Et finalement, il pouvait acheter une entreprise simplement parce que le marché l'avait oublié. Pas parce qu'elle allait devenir la prochaine star, parce que tout le monde la mettait en avant, la poussait dans les médias, etc. Vraiment parce que sa conviction était forte sur une entreprise qui ne payait pas de mine, mais qui avait un fort potentiel pour les années à venir, les décennies à venir. Donc lui ne cherchait pas des entreprises exceptionnelles, encore une fois, il cherchait des prix exceptionnels. Alors, force, limite et enseignement de sa méthode. Première force, la marge de sécurité. Parce que acheter sous la valeur comptable, ça réduit fortement le risque de perte permanente. Excellente résistance aux bulles spéculatives également. Une très faible dépendance au mode du marché. Et puis une décorrélation partielle des indices. Quand le marché devient irrationnel, Walter Schloss, lui, restait froid et souvent gagnant. En termes de limites, j'ai noté que cette stratégie, finalement, elle est pas très facile à vivre. Quand les marchés sont euphoriques, son portefeuille qui n'est pas basé finalement sur des valeurs de marché ou pas uniquement sur des valeurs de marché risque de sous-performer. Donc sous-performance possible en cas de marché euphorique. Un portefeuille peu attrayant visuellement. Parce que y a pas les grosses boîtes ou les grosses marques auxquelles on s'attend habituellement, absence de storytelling rassurant aussi, et puis ça demande quand même une discipline émotionnelle très très exigeante, parce que c'est pas naturel finalement d'acheter ce que tout le monde déteste et puis ensuite d'attendre pendant des années que la roue tourne. C'est vraiment pas naturel, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il a battu le marché, parce que ça lui permettait d'anticiper les prochaines hausses
hausse plutôt que d'investir sur ce qui était, on va dire, tendance à l'instant T. Donc en fait, il nous apprend une leçon assez essentielle, c'est que le prix compte plus que l'histoire. Une bonne entreprise peut être un mauvais investissement si le prix est trop élevé. Et à l'inverse, une entreprise médiocre ou qui paraît médiocre à l'instant T de l'investissement peut être un excellent investissement si le prix est suffisamment bas. Il nous rappelle aussi que l'ennui, c'est parfois une stratégie et que la simplicité, quand on l'applique bien, ça peut battre le génie supposé. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, notamment pour me donner des idées éventuellement de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous dis portez-vous bien.